Bonjour ou plutôt bonsoir à toutes et à tous, il est 17h30 au moment où j'enregistre cette critique, je sors du cinéma. Vous voyez, il y a le multiplex derrière moi, 14 salles, gros cinéma, on est à l'arrière. Ensuite là vous voyez, il y a le parking, comme ça je vous fais la petite visite guidée. Si vous êtes sur Paris, ça vous changera un petit peu de voir de la nature. Et là, il y a d'abord petite route goudronnée et ensuite devant moi, le chemin en terre. J'espère qu'on ne sera pas dérangé par le bruit des voitures, par le vent et par les quads qui viennent s'amuser. Et donc, je sors de la séance de 13h30 de Killer of the Flower Moon. Et c'est un chef-d'œuvre, bien évidemment, et le film n'a absolument pas volé sa réputation de chef-d'œuvre. Il n'est pas survendu sur YouTube et sur les réseaux sociaux. C'est même, j'ai envie de dire, bien plus que ce à quoi vous vous attendez. Ça a été une claque du début jusqu'à la fin. Ce film est fascinant. J'ai discuté avec quelques spectateurs à la sortie de la salle. Alors, il y en a certains qui m'ont dit qu'ils ont ressenti des longueurs, mais malgré tout, ils se sont régalés. Et il y en a d'autres qui ont été conquis par le film. J'en fais partie, même si, pour être honnête, j'ai regardé mon téléphone une ou deux fois pour voir l'heure, pour voir où on se situait dans le début, milieu, fin du film, première, deuxième, troisième partie. Parce que clairement, il y a plusieurs parties dans le film. La dernière heure notamment. Honnêtement, les 3h26, j'ai été capté du début jusqu'à la fin. Je peux comprendre que certains y verront des longueurs. Moi, j'aime les films qui sont longs parce que, vous voyez, je me suis régalé avec Oppenheimer. Pour moi, c'est un des plus grands films de l'année, si ce n'est le plus grand. Maintenant, ça va être difficile parce que Killer of the Flower Moon lui tient la dragée haute dans un tout autre registre. Une chose est sûre, si maintenant Martin Scorsese s'arrêtait de faire du cinéma, ce qu'il ne va pas faire, il est en train de préparer son prochain film, mais déjà s'il s'arrêtait maintenant, ce serait un des plus grands réalisateurs dans le top 10, peut-être le top 5 des plus grands réalisateurs de tous les temps, parce que il a fait tellement de chefs-d'œuvre, il a une telle maîtrise de la puissance narrative de ce film qui monte petit à petit en tension, qui nous amène vers des sommets d'horreur quelque part, parce que l'interprétation de De Niro, j'ai beau savoir que De Niro et DiCaprio sont des génies absolus, c'est parmi les meilleurs acteurs du monde, ils ont une carrière qui parle pour eux, j'ai beau savoir que ce sont des acteurs de génie, ils m'ont encore une fois bluffé, surtout De Niro, mais DiCaprio aussi, hein. Les deux en même temps, et pas seulement les deux, les autres acteurs aussi. Mais la cruauté des personnages, l'inhumanité, notamment du personnage de De Niro, qui planifie tous ces meurtres d'Indiens pour pouvoir récupérer leurs héritages, pour pouvoir récupérer l'argent du pétrole. C'est assez impressionnant comme De Niro arrive à le jouer avec une crédibilité, Et ça, encore une fois, non seulement c'est le talent de Robert De Niro, mais c'est aussi la façon de le filmer de Martin Scorsese. On sent de toute façon qu'entre De Niro et Scorsese, c'est la fusion parfaite, tout comme entre De Niro et DiCaprio d'ailleurs. Là, on tient le trio, un des meilleurs trios de tous les temps. Mais cette montée en puissance dans la narration, petit à petit, d'abord nous présenter les personnages, nous les présenter comme des benets, un peu idiots, un peu simplistes, qui vont petit à petit s'étoffer, qui vont prendre de la gravité, notamment le personnage de Leonardo DiCaprio, la manière dont il est écrit, la manière dont il est dépeint sur les 3h30, on le voit prendre, mais vraiment, plusieurs traits de personnalité, c'est assez impressionnant, et je pense qu'il fallait ces 3h26 pour vraiment développer cette psychologie autour du personnage, et un récit qui se complexifie petit à petit, et qui n'épargne pas certaines scènes violentes. Et quand on dit violente, on ne parle pas de débauche de sang et de tripes. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire de l'excès de violence gratuite, mais violente dans le sens où on va avoir des personnages qui vont être abusés de leur confiance par d'autres personnages et qui vont finir par se faire abattre froidement, sans aucun état d'âme. C'est assez des trahisons de confiance, et ça, je trouve ça bien plus violent et bien plus intéressant à filmer et bien plus intéressant pour faire réfléchir que n'importe quel film de meurtre et de gore. Donc vous voyez, on peut faire un récit qui soit violent mais qui soit pas forcément ultra sanglant. Donc c'est un film brut, c'est un film cru, mais c'est un film qui a de l'élégance, de la classe
dans le langage, dans les manières de faire, dans les costumes. Il y a un soin qui a été apporté aux costumes. Alors je crois que c'est Thelma Schoonmaker, qui est une habituée de Scorsese, qui a remporté plusieurs Oscars avec lui. Je crois que c'est elle qui est au costume. Je peux me tromper, peut-être qu'elle est au décor. Mais en tout cas, celui ou celle qui est au costume a fait un boulot mais monstrueux. Et les décors, refaire la ville de Fairfax. Donc le récit se passe en Oklahoma, dans la tribu Osage. Et ça a été tourné en Oklahoma. Les décors, mais on a vraiment l'impression de repartir 100 ans en arrière, au début, fin des années 1800, début des années 1900. C'est tellement bien reconstitué. C'est impressionnant à tous les niveaux. La musique est minimaliste, c'est-à-dire que on n'a pas dans le volet lyrique et symphonique, mais on joue surtout sur le montage sonore. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Jusqu'à une séquence du générique de fin en mode ASMR avec de la pluie. Pluie, orage, on est vraiment dans, je vous dis, une ambiance poisseuse, presque à la There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, pas la même chose. Donc c'est un récit brut et surtout, c'est un récit vrai. C'est une histoire vraie, tous ces personnages ont existé. On nous conte l'histoire de ces personnages et la fin, je pense, les 15 à 20 dernières minutes vont vous surprendre. Il y a un caméo surprise, je vous en dis pas plus. C'est tellement savoureux. J'aurais envie de vous révéler tout, mais ce serait une vidéo d'une demi-heure et je peux pas me permettre de faire une vidéo d'une demi-heure sans avoir la fibre internet. Donc je vais m'arrêter là. Juste vous dire, Martin Scorsese prouve une fois de plus que c'est un maître absolu du cinéma, de la narration, qu'il sait s'entourer des meilleurs acteurs au monde. Et j'ai envie de dire meilleures actrices parce que là, Lily Gladstone qui joue Molly Brown, qui donc se marie à Ernest Burkhart, joué par DiCaprio. Lily Gladstone, avec une douceur à la fois faible et forte, elle est assez impressionnante. Elle tient la dragée haute à tous les autres personnages. Après, vous verrez, il y a pas mal d'acteurs, actrices indiennes comme Tantu Cardinal et d'autres qu'on a déjà vus dans plein de films et de séries où ils jouent des rôles d'indiens. Et une dernière chose, avant de conclure sur Martin Scorsese, sur le film, il y a un respect absolu des Indiens, de leur culture, de leur langue. Désolé pour le bruit des motos. Vous entendrez beaucoup parler indien dans le film, mais vous inquiétez pas, même si c'est pas sous-titré, ensuite les personnages disent en français, bon en américain, mais nous doublé en français, on comprend ce qu'ils ont dit. Vous inquiétez pas pour ça, c'est juste que parfois ils se parlent en indien et ensuite ils se répondent en français et on comprend ce qu'ils se sont dit, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais que ce soit dès le début jusqu'à la fin du film, il y a jusqu'au générique de fin, il y a vraiment un respect de la nation Osage et de tous les autres Indiens et de tout le parcours qu'ils ont eu parce qu'ils ils ont dû partir de certains États où ils étaient chassés pour aller en Oklahoma. Il y a vraiment un respect et vous voyez, parce que forcément, dès qu'on parle d'Indiens, de Native Americans, aujourd'hui avec le wokisme et le racisme et tout ça, on nous en fait des caisses. Vous savez, le Canada, qui sont en train de s'agenouiller, de se flageller pour tout le mal qu'ils ont fait aux Indiens. Bon, c'est en même temps normal parce que les Américains ont fait énormément, ils ont fait un génocide. Hein. Mais à aucun moment, on montre que tous les hommes blancs sont des pourris. Et ça, c'est tout simplement la vérité historique. Il y avait des gens qui traitaient les Indiens bien. Le FBI, par exemple, ils ont recherché la justice dans cette affaire. Ils n'ont pas recherché les intérêts financiers. Il y avait des pourris, comme le personnage de William Hale, joué par De Niro, et tous ceux qui l'entouraient, toute sa famille. Mais il y avait aussi des gens qui voulaient rendre justice et qui considéraient absolument pas les Indiens comme inférieurs aux Blancs. Parce qu'on sent chez certains personnages un vrai racisme, et chez d'autres, comme notamment l'agent du FBI qui mène l'enquête joué par Jesse Plemons, que vous avez vu dans Breaking Bad et dans tellement d'autres films. Voilà, on sent vraiment une recherche de la justice. Donc, dans cette ère de 2023 où on juge le passé
et où on fait des amalgames, tous les hommes blancs sont des pourris, le film rétablit la vérité. Il y a eu, de manière collective, dans le courant de l'histoire américaine, un traitement des Indiens qui était d'un racisme absolu, mais ça n'a pas été tous les blancs. Et il y a aussi des blancs qui ont rétabli la justice et les coupables qui ont été, parfois dans certaines affaires, en tout cas dans cette affaire-là, les coupables qui ont été réellement punis pour leurs actes. Donc une maîtrise de la narration, mais aussi de l'exactitude historique par Martin Scorsese qui fait beaucoup de bien. Et je terminerai un mot sur Martin Scorsese et les propos qu'il avait eus vis-à-vis de Marvel il y a 2-3 ans en arrière. Il avait dit Marvel, c'était pas du vrai cinéma. À l'époque, je pense que c'était un peu faux ce qu'il disait, ou en tout cas il s'était mal exprimé. C'est vrai que les films Marvel sont beaucoup plus des parcs d'attractions que des films cinématographiques, mais ça n'en reste pas moins du cinéma noble. En tout cas, ça l'était durant les 3 premières phases. Aujourd'hui, en 2023, si nous ressortait cette même phrase, ce serait totalement vrai. Marvel est à la ramasse. Juste avant le film, il y avait la bande-annonce de Captain Marvel. Qui va encore aller voir ça? Tiens, voyez, je vais vous dire, à côté de moi, il y avait une jeune fille. Elle était sur son téléphone pendant quasiment tout le film. Je suis sûr que si ça avait été un film Marvel, ou un film d'horreur banal, elle aurait regardé, elle se serait intéressée. Là, c'est un vrai film d'auteur, avec un vrai propos qui raconte quelque chose qui compte. Et elle était sur son téléphone quasiment toute la séance pendant les 3h30, parce que ça lui semblait long. Martin Scorsese, c'est du vrai cinéma, parce que c'est un cinéma exigeant, qui demande de réfléchir, qui est à la fois divertissant, mais en même temps qui enrichit la culture et qui apporte quelque chose. Il repousse toujours les limites de la réalisation, des costumes, des décors. En plus, c'est un des films les plus chers qu'il a fait, si ce n'est le plus cher. Alors qu'à côté de ça, Marvel, en 2023, avec la phase 4 et avec la phase 5, c'est une purge sans nom, des films génériques, on dirait que c'est fait par des intelligences artificielles. Les propos de Martin Scorsese, peut-être il y a 2-3 ans, étaient un peu en avance, mais aujourd'hui, ils sont vrais. Marvel, c'est plus vraiment du vrai cinéma. Et heureusement qu'on a, il y a encore quelques bons films, hein, Les Gardiens de la Galaxie 3 a été très très bien, vraiment très très bon. Mais face à des films génériques qui sont faits à la truelle, quasiment par des robots, on a besoin aujourd'hui, pour retrouver un peu de passion du cinéma, on a besoin des films de Scorsese plus que des films Marvel. Et je regrette que cette jeunesse aujourd'hui, et je dis ça, certains diront c'est du mépris, de la condescendance, j'en ai rien à faire, c'est la stricte réalité. Malheureusement, les jeunes aujourd'hui sont biberonnés à des films qui ne sont pas assez exigeants artistiquement, qui sont des produits commerciaux. Et je pense que c'est ce que disait Martin Scorsese il y a 2-3 ans en arrière. Les 3 premières phases Marvel étaient quand même très très bien, il faut le dire, hein. Il y avait des choses moins bonnes, mais globalement c'était vraiment du cinéma, du très bon cinéma popcorn. Aujourd'hui, on se fout de nous, pour rester poli, avec tous ces films de super-héros, et DC Comics, c'est encore pire. Heureusement qu'il y a un film comme Killer of the Flower Moon, même s'il fait 3h30, ou Oppenheimer de Christopher Nolan, qui était très long aussi dans sa durée, mais il a quasiment atteint le milliard. Heureusement qu'il y a des films comme ça, pour nous faire garder un petit peu de passion du cinéma. Parce que, franchement, s'il n'y avait que des films de super-héros Marvel, s'il n'y avait que ces blockbusters aseptisés, quelle tristesse absolue ça serait. C'est mon avis bien sûr, mais je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça. Donc un peu moins de Marvel, un peu plus de Scorsese, ça ferait du bien aux jeunes générations, qu'ils sachent ce que c'est le cinéma. Hein, le cinéma, c'est pas des films où on regarde son téléphone portable plutôt que de regarder l'écran. Ça, je comprends même pas. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore une fois, il y a des bons films Marvel, il y a des bons films de super-héros. Mais globalement, en 2023, c'est de la merde. Mais voilà, heureusement, on a un film comme ça, un film choc, Killer of the Flower Moon, qui va vous rester longtemps dans la tête, tout comme Oppenheimer cet été. Quand je pense que Barbie a fait 1,5 milliard, j'espère au moins que Killer of the Flower Moon va dépasser les 500 millions, voire atteindre le milliard, parce que
comment on peut faire un film comme Barbie, qui est un étron absolu en termes de scénario, qui n'apporte rien de bon à cette société. Comment on peut faire un film comme ça qui fait 1,5 milliard de $ au box-office et Killer of the Flower Moon qui ferait pas autant. Certes, c'est un film de 3h30, donc forcément ça va faire moins. Mais j'espère quand même que ça va être un succès écrasant et que beaucoup de monde va encenser le film et qu'il obtienne des Oscars. Ce film doit obtenir des Oscars, il doit nous rappeler ce qu'est le vrai cinéma. Pas un cinéma woke, pas un cinéma qui dégueule de vomi, de haine sur les hommes blancs qui se victimisent en permanence. Un film qui nous parle d'histoires vraies, avec un scénario équilibré, une interprétation époustouflante, et au final, quelque chose d'enrichissant pour la culture. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, que le bruit ne vous a pas trop dérangé. Moi, je vous dis rendez-vous dans le courant de la semaine prochaine, il y aura 1 ou 2 vidéos, et puis après on arrivera fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Je pense que j'irai voir Five Nights at Freddy's, l'adaptation de jeux vidéo en avant-première, et je vous ferai la critique le 31 octobre ou le 1er novembre, on verra. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien et surtout n'hésitez pas à la partager, à la liker et vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de contenu, hein, même si encore une fois j'ai plus, les conditions que j'avais avant pour faire des vidéos, j'ai plus de fibre internet parce que j'ai plus d'appart, mais malgré tout j'essaye de vous faire des critiques et des bonnes critiques, en tout cas des critiques intéressantes. Merci à toutes et à tous, le partage, l'abonnement, le pouce bleu, en tout cas au moins le petit pouce bleu et le commentaire. Portez-vous bien, ciao tout le monde.